Salut tout le monde! Yes! Je vois déjà qu'il y a 10 participants. Très cool. J'ai hâte de voir. On va commencer dans 3 petites minutes. Ça ne devrait pas trop être long. On va attendre que tout le monde se joigne. Salut Marie-Gilles! Allô? Ça va bien? Oui, Yes, on va attendre encore 2 petites minutes. c'est Puis après parfait. ça, on va pouvoir commencer ça. Salut Émilise! Salut! Ça va bien? Mais oui, contente d'être avec vous. Yes, moi aussi. Moi aussi, ça va être cool. Je connais quelques noms dans la liste des gens qui sont présents. J'ai hâte de voir jusqu'à quel point je vais connaître du monde. Ah! Une petite minute encore. Quand même beaucoup d'inscrits, fait qu'on va attendre que les gens. On va donner du temps aux gens de se joindre. Ce mercredi pluvieux encore. La neige s'en vient. Je suis confiant avec ça. T'es prêt avec avec ton grand verre d'eau, Nico? Un immense verre, sérieux, je bois beaucoup dans une journée, donc j'ai un immense verre pour ne pas avoir à me lever à chaque fois. Je suis prêt pour le gros dialogue. On est en direct. Bonjour Marie-Claude qui me dit bonjour dans les questions. On te salue. On va attendre encore 2 petites minutes. Vous avez le temps d'aller, si vous voulez aller vous chercher un verre d'eau. J'ai le temps, hein? Non, jamais. T'as le temps. J'ai le temps de me faire un café, puis ça va être express. Ah ouais, on t'attend. Il n'y a pas de OK. trouble. À tout de suite. Bonjour aux gens qui se joignent à nous à l'heure actuelle. On va attendre encore 2 petites minutes, puis on va pouvoir commencer ça. Donc, je vous sens impatient, mais on va attendre que ça ne sera pas trop long, juste pour donner la chance à plus de personnes de participer. Mais ça s'en vient, inquiétez-vous pas. J'ai envie de dire salut à tout le monde qui joint à la fois, mais les gens doivent quand ils commencent à être tannés de m'entendre dire salut. Pour ceux qui viennent de joindre, ça ne sera pas long. 2 petites minutes, puis on commence. Donc, soyez prêts. On va laisser le temps à Émilise de revenir, puis on passe ça. Je suis excité. Mon premier webinaire. Wouhou! Ça va être cool. Et voilà, je suis prête. Yes! Très cool. Donc, on va partir ça. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Donc, j'ai vu la liste des gens qui étaient inscrits. Sûrement beaucoup d'entre vous que je connais. Très content de vous revoir aujourd'hui pour mon premier webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, je m'appelle Nicolas Brien, puis je suis quelqu'un de passionné dans la vie. Passionné par beaucoup de choses, passionné par le sport, la musique, mais aussi par HubSpot. Donc, qui est notre sujet de conversation aujourd'hui. Nous, chez Parcours 3, le département HubSpot, en fait, je suis Tech Team Lead dans l'équipe, puis on fait des implémentations de A à Z avec les clients, donc autant au niveau du marketing que de l'équipe de vente, service à la clientèle. Donc, on travaille beaucoup avec les clients pour implémenter HubSpot. Puis, on fait beaucoup aussi de formation. Donc, chez Parcours 3, notre mission, c'est de rendre nos clients autonomes pour aller plus loin. Donc, la formation, c'est clairement quelque chose qui est super important dans HubSpot pour s'assurer que les gens l'assimilent bien, le comprennent. Puis, dans le fond, HubSpot qui est un super outil.
Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. On va parler en fait du côté, oui, CRM de HubSpot, mais beaucoup du côté marketing. Donc, comment HubSpot peut venir dynamiser la collaboration entre vos équipes de vente, équipes marketing. On va vous expliquer en fait certaines forces de HubSpot. Puis, qui de mieux pour en parler que deux personnes qui l'utilisent, personnes que j'apprécie beaucoup. Donc, nos deux panélistes, je vais vous les présenter sans plus tarder. Donc, bonjour Émilise. Salut! Je suis bien Yes. contente d'être avec toi, avec vous. Bien, merci beaucoup, Émilise, d'être là. On est aussi très content que tu sois là, que tu aies accepté l'invitation. Donc, Émilise Roy, qui est directrice adjointe du marketing chez Logibec, qui est en fond, elle aussi, une passionnée par le marketing. Émilise, c'est quelqu'un qui se spécialise dans le marketing numérique, donc la planification stratégique de campagne, puis aussi d'événements numériques. C'est quelqu'un qui a développé des fortes compétences en web B2B, puis pour gérer des campagnes de lead gen, faire de la maturation de prospects en marketing automation, puis aussi pour venir faire dans le fond du content and personalized marketing, quelqu'un qui a une forte capacité de réflexion analytique, beaucoup de drive, puis ses compétences interpersonnelles font d'elle une personne qui est proactive, puis qui est très appréciée de ses collègues et collaborateurs. Merci encore d'être là, Émilise. Merci pour cette belle introduction. Je vais être à la hauteur. C'est bon, j'en doute pas. Donc, je présente aussi Marie-Gilles. Comment ça va, Marie-Gilles? Allô, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je te présente aussi Marie-Gilles qui est gestionnaire du marketing chez 180 Brand Date. Elle aussi une passionnée par le marketing. Donc, on a beaucoup de passion aujourd'hui dans le meeting. On espère que ça va être dynamique, que vous allez être sur le bout de votre siège puis que vous allez être avide d'en apprendre plus. Donc, Marie-Gilles qui travaille beaucoup en génération de leads, en maturation de prospects aussi. Elle va se distinguer par sa créativité dans ses campagnes, par ses aptitudes en marketing automation. Donc, elle travaille déjà dans HubSpot depuis plusieurs années, puis elle utilise, dans le fond, elle tire son épingle du jeu en utilisant plusieurs outils pour bâtir ses campagnes omnicanal. Puis, c'est aussi une personne qui est extrêmement dynamique, qui amène des bonnes idées en brainstorm, puis qui est très agréable de travailler avec. Donc, merci encore, Marie-Gilles, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Oui, merci. Yes. Donc, le déroulement, en fait, comment ça va fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on va poser des questions à nos panélistes. Ils vont pouvoir les répondre chacun à leur tour. Puis, je vais essayer de garder un genre de 5 minutes à la fin. Si jamais vous avez des questions, il y a un petit outil dans le fond sur lequel vous pouvez écrire vos questions dans le bas à droite de votre écran. Donc, vous pouvez écrire des questions. Je vais essayer d'y revenir à la fin pour qu'on puisse rendre ça un petit peu plus intéressant pour vous. Puis, je vais commencer sans plus tarder. Vous êtes prête? Ça vous va? Yes! Cool. Donc, je vais commencer avec toi, Marie-Gilles, puis ensuite, Émilie, si tu pourrais répondre. Donc, de ton côté, Marie-Gilles, c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a poussé à vouloir implanter une plateforme CRM comme HubSpot chez E180? Ben oui, en fait, nous, pour donner un peu aussi de perspective à l'audience, E180, bien qu'on a 10 ans d'expertise, on est encore considéré une start-up. Et puis, on avait des ambitions de croissance majeures, en fait, dans les dernières années. Puis, pour nous, on devait avoir un outil de gestion à la hauteur de nos ambitions. Donc, on avait vraiment ce besoin-là de migrer notre base de données avec un CRM qui allait vraiment pouvoir nous aider non seulement au niveau de notre gestion, en fait, de pipe, donc au niveau des ventes, mais aussi au niveau de tout le lead gen, puis notre marketing automation, justement, là, qu'on va parler un peu plus aujourd'hui. Donc, voilà, pour nous, ça a été vraiment un shift complet au niveau du choix de l'outil. Donc, ça a été notre gros élément déclencheur. Yes. Émilise. Merci Oui, beaucoup. écoute, nous, chez Logibec, on est jeunes de 40 ans. Donc, mais malgré qu'on est jeunes de 40 ans, on partait vraiment de loin au niveau du marketing numérique. Donc, on n'avait pas les outils pour se permettre d'automatiser des campagnes. Puis ça, je parle d'il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Là. Donc, c'est quand même tout frais, là, cette façon de procéder. Donc, on avait besoin d'un outil pour développer plus efficacement nos campagnes marketing, d'un outil pour bâtir des workflows de contenu automatisé afin de donner vie à nos campagnes et à la fois d'un outil pour collecter des données de qualité. Donc, le but étant de construire un processus de qualification automatisé qui vise à définir les leads qualifiés à transmettre aux ventes. Donc, on repartait vraiment, vraiment de la base. Très cool. Ben oui, c'est le fun. Dans le fond, les deux, vous arrivez avec des réalités qui sont différentes. Puis HubSpot qui est comme un peu un canevas blanc pour vous. Vous pouvez, dans le fond, aller monter comme vous souhaitez. Puis vraiment le personnaliser selon vos besoins. Donc, merci. Je vais rester avec toi, Émilie, pour la prochaine question. Donc, selon toi, c'est quoi la plus grande force avec HubSpot? Il y en a beaucoup.
mais je vais m'en tenir à une. Peut-être deux, OK? Je vais y aller on te le donne. Je vais y aller avec le feeling du moment. Non, mais pour nous, chez le GBEC, il s'agit, puis ça peut paraître anodin, là, mais c'est les listes et les propriétés personnalisables. Parce que utilisant en combinaison avec différentes règles et workflows, ces listes-là, pour nous, nous ont permis d'incarner un procédé qui est puissant au niveau de la segmentation, l'analyse des données et la séquence personnalisée des courriels à envoyer au contact. Donc, tu sais, je touche à plusieurs éléments en disant ça, mais à la base, restaient les listes et les propriétés pour la qualification. Ça nous a permis de créer différents critères de qualification des leads pour nos produits cibles, pour segmenter correctement leur cycle de vie dans le pipeline. Donc, à partir de ces critères-là, on a été capable de prévoir ou plutôt de fabriquer différents workflows de qualification pour mesurer l'engagement, la consultation des contenus, le potentiel de conversion. Donc, ouais, c'est ma base. Yes. Ben oui, je me rappelle. On va sûrement en reparler avec les prochaines questions. Tu pourras nous en dire davantage là-dessus. Mais oui, les listes qui sont un excellent outil de segmentation. Donc, merci beaucoup pour ta réponse, Émilie. Je t'envoie la question, Marie-Gilles. Donc, selon toi, c'est quoi la plus grande force de HubSpot? Ouais, ben moi, j'avais envie d'en donner aussi un peu comme deux. J'ai juste commencé en disant que pour nous, quand on regardait justement l'outil allait être utilisé de façon plutôt transversale au sein de notre entreprise, là, on allait avoir notre équipe des ventes, notre équipe marketing, mais aussi notre équipe de production qui est plus, si on veut, en contact direct avec nos clients. Donc, vraiment aussi venir nourrir cette base de données-là qui étaient nos clients actuels. Puis aussi au niveau exécutif. Fait que pour nous, il nous fallait quand même une interface qui allait être facile d'utilisation puis qui est quand même accessible. Donc, je dirais l'accessibilité, là, c'était quelque chose d'important pour permettre justement à tout ce beau monde-là d'aller jouer dedans. Donc, ça, c'en est de un. Puis l'autre, c'est la capacité d'intégration. Parce qu'au final, nous, on allait vraiment branch out avec plusieurs autres initiatives qu'on a, notamment avec la portée d'intégration avec G2. Pour nous, était importante. On l'utilise aussi beaucoup avec Slack, qui est un outil que nous, on utilise à l'interne pour communiquer entre nos différents départements. Puis également avec LinkedIn. Là. Fait que ça en est comme trois intégrations, mais puisque nous, on est encore avec une équipe qui est un peu plus limitée, on va vraiment se doter d'outils externes pour maximiser notre portée. Donc, c'est important d'avoir un outil qui allait pouvoir nous permettre ça, d'intégrer, c'est ça, nos outils. Yes. Ouais, en fait, c'est vraiment un excellent point que tu soulèves. Tu vois qu'il y a beaucoup d'intégrations qui sont développées par eux, donc qui facilitent la communication entre certains systèmes. Donc, c'est un excellent point. Merci pour ta réponse. Je vais retourner de ton côté, Émilie. De ton côté, en fait, est-ce que tu peux me nommer comment HubSpot peut t'aider à gagner en efficacité, donc du côté des équipes de vente et du marketing? Bien sûr. Donc, un petit peu en efficacité du côté des équipes de vente. En fait, c'est simple, c'est que HubSpot nous permet d'avoir ce tracking-là, OK? Donc, le tracking des contacts qui rentrent, qui se transforment bien évidemment en lead, dans certains cas, MQL, SQL. Donc, ce tracking-là, qui remonte également aux équipes de vente, permet d'être plus efficace pour mieux comprendre le life cycle stage, OK? D'être en mesure d'optimiser aussi nos conversions à ce sujet. Puis non seulement d'optimiser nos conversions, mais également de bien mesurer l'impact qu'on fait au niveau des contenus. Donc, ça touche vraiment plusieurs volets, mais ces volets-là sont tous interreliés. Donc, par exemple, l'équipe des ventes qui va recevoir les leads qualifiés, bien, qualifiés de par nos listes de qualification, travailler avec des workflows, bien, cette équipe des ventes-là vient qu'à valider si cette qualification-là est réelle, si on reflète bien cette qualification-là au niveau de nos workflows automatisés, nos listes. Puis, ce qui fait en sorte qu'il y a des back and forth qui reviennent. On optimise de notre côté également, et ce qui amène bien évidemment à avoir des meilleurs taux de conversion. Donc, on sait mieux investir à quel endroit dans nos différentes campagnes. Donc, c'est vraiment un travail en amont et collaboratif, tant au niveau du marketing qu'au niveau des ventes, puis c'est beaucoup plus efficace ainsi. Ouais. Mais oui, merci beaucoup pour ta réponse. C'est vrai que tu as nommé dans le fond quelque chose qui est super important, la passation des leads qualifiés entre l'équipe de marketing et l'équipe des ventes. Donc, de pouvoir bien qualifier, puis d'éviter qu'il y ait des leads potentiels qui tombent entre deux chaises. Donc, c'est super. Puis avec le côté analytique aussi, pouvoir savoir en fait
On va y revenir tantôt avec une question sur le retour sur investissement, mais c'est bien, c'est excellent comme réponse. De ton côté, Marie-Gilles, qu'est-ce que tu répondrais? Bien, je dirais que pour nous, en fait, ce qui est important, c'est de nous aider au niveau de notre travail séquentiel entre les équipes. Fait que dans le fond, pour nous, là, je parle vraiment plus du rapprochement entre l'équipe des ventes puis l'équipe marketing, mais pour nous, un des exemples où est-ce qu'on a gagné en efficacité, c'est ça nous a permis d'automatiser, comme par exemple, à chaque fois qu'il y a un lead qui rentre sur notre website et par notre webform, il est auto-assigné finalement tout de suite à quelqu'un au niveau de l'équipe des ventes pour faire le discovery call, puis commencer en fait cette séquence-là qui est plus dans le pipe au niveau de la qualification. Puis aussi au niveau, ça c'est plus au niveau stratégique, mais au niveau de notre efficacité dans le sens où nous, avant, Brandit, on était seulement une stratégie de vente inbound. Puis là, avec justement nos objectifs de croissance, il a fallu aller jouer en outbound. Donc, pour nous, ça devenait beaucoup plus important, en fait, pour notre équipe marketing d'avoir un apport de soutien pour l'équipe des ventes en termes de génération de leads. Donc, on est venu, comme Émilie a parlé un peu là, de la gestion des listes. Donc, nous, on a commencé à importer des listes de contacts. Et puis de commencer des travails séquentiels au niveau d'email automation qui allait permettre en fait de commencer ce roulement-là. Puis après ça, on avait une passation qui était faite dès qu'on avait un peu plus de traction, si on veut, avec l'équipe des ventes. Donc ça permettait d'avoir, en fait, de soutenir des actions qui étaient automatisées, mais aussi après ça, de passer avec un autre niveau de personnalisation, puis en essayant de toujours garder ça le plus seamless possible là, dans ce transfert-là, puis d'avoir aussi là, plusieurs tâches automatisées dans HubSpot pour nous faire des rappels. Là. Je dirais que ça, au niveau de l'efficacité, là, même moi, des fois, je suis comme « Oh, c'est vrai, il y a celui-là que j'avais oublié. » Donc, je pense que c'est juste bon aussi pour ça, au niveau de se garder tout le monde accountable. Je pense que ça, c'est important dans une équipe là, pour rester aligné. Donc, pour ça nous a aussi aidé au niveau de nos opérations à ce niveau-là. Yes, merci. Merci, Marie-Gilles. Donc, ouais, clairement, quand on pense à augmenter l'efficacité, on pense à automatiser. Vous êtes une équipe qui est un petit peu petite. À ce moment-là, de pouvoir automatiser un maximum d'actions, c'est sûr que ça vous permet d'être un petit peu partout en même temps, si on veut. Puis, avec HubSpot, les outils, justement, au niveau des séquences, donc les séquences de courriel pour tout ce qui est plus outbound, puis votre processus de courriel automatisé, puis d'assignation de leads pour les leads qui arrivent de formulaire, qui arrivent de façon inbound. Donc, je pense que c'est deux pratiques qui sont super gagnantes. Puis, clairement, ça augmente votre efficacité dans l'équipe. Donc, je vais rester avec toi, Marie-Gilles, pour la prochaine question. Donc, comment l'automatisation, on en parlait un peu, mais comment l'automatisation contribue à la productivité de vos équipes marketing? Mais je pense que pour nous aussi, une chose qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment allé regarder. Nous, on a aussi une équipe qui est limitée au niveau de notre marketing en termes de capacité de production. Fait que dans le fond, on a un webmaster, on a une designer. Pour nous aider à créer nos campagnes, tout ça, mais on a aussi beaucoup utilisé HubSpot pour la création de landing page pour certaines de nos campagnes qu'on allait faire, que ce soit sur Google Ads ou que ce soit aussi quand nous, on va en événement, puis on veut créer un peu, justement, mesurer finalement notre taux de conversion avec certains de nos efforts marketing. Fait que ça nous a vraiment permis d'aller facilement et rapidement tester des initiatives, puis de voir si on avait une conversion qui était favorable. Puis aussi de pouvoir, après ça, tout de suite, en fait, ces leads-là, c'est qu'on ne les perdait pas. Ils étaient tout de suite ils étaient centralisés dans HubSpot pour nous permettre un meilleur suivi. Même chose avec les équipes de production, pour nous qui sont en événement on-site, bien là, on venait finalement aussi leur dire, hey, au lieu de ramasser des cartes d'affaires un peu partout, là, tout de suite, ça rentrait sur des landing pages d'HubSpot, puis ça nous permettait vraiment d'arriver à une vélocité plus rapide pour faire nos suivis aussi, parce que pour nous, finalement, cet engouement-là qu'on avait qui nous était exprimé, fait que finalement, tout de suite un peu en mode MQL, tu sais, là, il faut agir rapidement pour ne pas les perdre. Là. Fait qu'au niveau de notre proactivité, là, plus que de productivité, mais de proactivité pour être sûr de ne pas perdre en fait cet enthousiasme-là à notre égard. Mais on était en mesure aussi de les accueillir à quelque part qui était aussi brandé, puis qui gardait en fait ce fil-là tout de suite avec nos suivis.
Donc, je dirais que pour nous, ça a été intéressant pour voir justement, on est plutôt agile, là, nous, dans notre équipe, donc on essaie des choses. Si on voit que ça marche moins, on change. On change de tactique ou en tout cas, donc pour pouvoir exploiter différents canaux de distribution là, dans nos campagnes omnichannel, bien, ça devenait finalement un outil qui était versatile pour nous aussi, là, pour nous permettre cette agilité-là. Yes, merci beaucoup. C'est vrai que vous êtes partout un peu dans les événements, fait que, tu sais, de faciliter aussi le fait que les gens puissent rentrer leur contact directement dans HubSpot, puis que l'équipe marketing y ait directement accès, versus les bons vieux fichiers Excel. Donc, les gens qui partaient des fois en trade show, qui allaient dans le fond remplir un fichier Excel avec des leads, même des fois papier, ramasser les cartes d'affaires, puis là, des fois, il y a un délai pour pouvoir commencer à communiquer avec ces gens-là. Donc, le fait que ça soit instantané dans HubSpot, puis que tout le monde travaille au même endroit, clairement, ça augmente votre productivité. Donc, merci beaucoup. Émilie, je te renvoie la question. Oui, mais en fait, je vais répondre à ta question comme en 2 volets. Parce que oui, je vais parler du volet automatisation et meilleur impact sur l'équipe marketing, mais je vais revenir également au volet plus vente aussi par rapport à cette automatisation-là, parce qu'on a une particularité qui pourrait être intéressante à partager dans l'entreprise, aux auditeurs là, liés à l'entreprise pour qui je travaille. Donc, pour répondre à ta question, tout d'abord, ce que nous gagnons en efficacité du côté marketing, ça se reflète aussi pour l'entièreté de l'entreprise. Donc, c'est principalement, comme je disais tantôt, le tracking des leads, donc la capacité à collecter et à centraliser l'information nécessaire pour mesurer les efforts ratios sur nos campagnes numériques, ainsi que de faire le calcul du retour sur investissement, dont je sais qu'on va parler tantôt. Ça me permet de mieux comprendre le life cycle stage selon chaque produit, chaque marché, donc de définir les bonnes campagnes à lancer au moment opportun. Ça nous permet d'optimiser nos efforts aussi et d'orienter nos stratégies de développement de marché et de commercialisation. Ça nous permet en fait d'avoir une meilleure collaboration, oui, avec les ventes qui reçoivent les leads qualifiés, afin de toujours mieux travailler notre segmentation, mais aussi, oui, côté marketing, ça nous permet également d'avoir un apport vraiment important au niveau de des décisions stratégiques de l'entreprise. Parce que si les résultats le montrent par elles-mêmes que telle campagne fonctionne mieux pour tel type de marché versus tel autre type de marché, parce que nous, on a 24 produits, là, donc bien évidemment, cette information-là va vraiment monter plus haut au niveau décisionnel de l'entreprise puis aider à définir les plans d'action, les plans stratégiques des années / des corps futurs. Ça, c'était mon premier volet. Le deuxième volet où je voulais ramener dans la particularité qu'on a, c'est que nous, on a l'outil HubSpot qui est vraiment utilisé pour le marketing, mais dont finalement tout le monde veut s'approprier, entre guillemets, de l'information parce qu'elle leur est opportun au niveau décisionnel. Mais les ventes, eux, travaillent dans un différent CRM, donc le CRM qui se nomme Dynamics. Puis là où je voulais amener les gens, c'est que malgré qu'il y ait 2 outils différents, nous, on utilise un plugin qui se nomme Skyvia, qui synchronise en fait l'information des leads sur Dynamics, puis c'est bidirectionnel. Ça a été travaillé avec vous, puis une chance, parce que je ne peux pas arriver toute seule. Là. Mais tout simplement pour vous dire qu'on n'est pas limité. Puis ça ramène aussi l'information de Marie-Gilles. Et ça a permis aux ventes de pouvoir continuer la façon de travailler qui a déjà été amenée depuis plusieurs années, sans les amener dans un nouvel outil, sans avoir une gestion de changement phénoménale. Puis tout au même principe que nous, on a pu être plus rapide et proactif à le faire de notre côté. Donc, tout le monde a été gagnant. Ouais. Merci beaucoup, Émilie, pour ta réponse. Puis oui, en effet, je me rappelle qu'avec Skyvia, on avait connecté Dynamics. Puis ce qui est cool, en fait, c'est que les ventes qui sont faites dans Dynamics reviennent dans HubSpot. Exactement. Donc, on ne perd pas, ça vient au point de la connectivité qu'on a mentionné plus tôt avec Marie-Gilles. Donc, le fait de pouvoir avoir cette information-là encore dans le CRM, on peut, basé sur des ventes avec des produits, venir qualifier des fois des opportunités potentielles pour d'autres produits. Puis ça, c'est un tracking qui est super. Donc, merci encore. Je te pose la prochaine question ici, Émilie. Oui. Donc, on est dans un monde utopique pour cette question-là. On a les décisionnaires d'HubSpot qui sont dans ils sont là, hein? Ils sont tous là. Okay. Puis là, toi, tu as l'opportunité, donne le micro pour demander une fonctionnalité. Si tu avais le choix en n'importe quoi, tu peux ajouter une fonction dans HubSpot aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ajouterais? En fait, c'est lié au rapport, bien que je trouve les rapports vraiment
beaux, pas juste beaux, là, je veux dire, ils sont très utiles, là, mais tu sais, sont très utiles. On peut faire plusieurs configurations dans les rapports. Il y a quand même des limites. Tu sais, je vous ai parlé des listes, à quel point ça avait une grande importance au niveau de notre segmentation, mais le moment venu de faire du croisement de données avec les listes, c'est très difficile de pouvoir être capable d'avoir la vue qu'on souhaite avoir là-dessus. Fait que ça nous oblige un peu au niveau marketing de devoir faire un peu de travail Excel là-dessus, mais somme toute, la plupart des rapports, des dashboards qu'on retrouve nous sont très utiles puis m'évitent d'avoir à faire tout sur un Excel, là. Donc, mais je pense que ce serait ça que j'irais demander, là, donc de pouvoir avoir une meilleure sélection au niveau des listes dans les rapports. Parfait. Merci beaucoup, Émilie, pour ta réponse. Et toi, Marie-Gilles, de ton côté, ça serait quoi? Oui, j'ai hâte d'être rendue là aussi, Émilie, avoir encore plus de data à analyser cross the board. Mais sinon, nous, de notre côté, c'est drôle parce que notre webmaster a vraiment à cœur la performance de notre site web et n'est pas super fervente d'utiliser beaucoup de plugins pour nous permettre d'optimiser justement notre rendement SEO. Fait que pour nous, en fait, on a fait des choix. Donc, quand on aurait pu embed avec les HubSpot Forms, par contre, on n'est pas allé avec cette solution-là. On a choisi, en fait, nous, on utilise Gravity Form. Puis, grâce au travail avec toi, Nico, on est en mesure de mapper, en fait, ces forms-là qui étaient externes à HubSpot pour s'assurer qu'on ne perdait pas cette information-là qui nous permet en fait déjà une qualification au niveau des ventes, mais aussi une qualification pour nous. En fait, on a comme 2 marchés distincts là, qu'on dessert, donc ça nous permettait aussi de déjà diviser en fait notre product interest dès à l'entrée avec notre web form, puisqu'elle allait aussi finalement avoir une incidence sur comment on veut report aussi. Donc, pour nous, le mapping, en fait, dans justement pourquoi j'aime tellement HubSpot pour l'intégration, mais j'espère aussi qu'on continue ce développement-là, justement, de pouvoir faciliter des plugins externes à HubSpot. Puis, je le vois même là, je suis en train de développer un walkthrough démo avec un outil qui s'appelle Navatic. Puis là, eux, ils font déjà de la collection de email entry. Fait que là, c'est même pas mon Gravity Form. Puis là, je suis comme, mais là, il faut que ça s'en aille dans HubSpot, ça, là! Fait que je pense que ça montre, en tout cas, pour nous, qui est une plus petite compagnie, mais justement, qui utilise ces intégrations-là, comme quoi on veut rester aussi, tu sais, c'est ça, pour nous, notre HubSpot, c'est vraiment notre maison, c'est là où tout se passe, fait qu'on veut être sûr qu'on puisse faire garder, c'est ça, que tout le monde rentre à la maison. Yes. Donc, merci. Plus de plugins, ou en tout cas de faciliter ce mapping-là, en fait, pour que nous, qui soyons moins tech-savvy, on soit en mesure de le faire. Voilà. Yes, merci Marie-Gilles. Ouais, je pose la question parce que je ne sais pas pourquoi cette année, beaucoup de rencontres avec des clients qui ont mentionné qu'ils aimeraient avoir des petites améliorations ici et là. Puis drôlement, dans les updates qui ont été faits cette année, il y en a beaucoup qui ont eu leur modifications réalisées. Donc, on se croise les doigts. On ne sait jamais, peut-être que la bonne étoile vous donnera vos améliorations. Ah oui, donc, c'est Noël là, qui s'en vient. Ben, c'est ça. C'est Noël qui s'en vient. Donc, je continue avec ma prochaine question. Donc, ça va être pour toi, Marie-Gilles, c'est là pour commencer. De ton côté, comment une meilleure segmentation de contacts, ça te permet d'être plus efficace? Oui, ben nous, en fait, on a vraiment, avec ton aide, Nicolas, on est vraiment venu redéfinir, en fait, toute notre life cycle lead. On a regardé aussi le lead status, on a regardé aussi notre lead source. Donc, on utilisait certains des templates de HubSpot, donc on n'est pas parti là, from scratch non plus, mais c'était vraiment finalement de regarder comment on pouvait redéfinir, c'est ça, certains de ces libellés-là pour qu'ils viennent servir notre équipe au mieux, en fait, ou refléter la réalité qu'on avait besoin finalement de suivre de plus près là, de notre côté. Fait que c'est clair que cette personnalisation-là, c'est ça, ça nous a aidé à ce niveau-là. Après ça, ben, de faire le suivi, en fait, de qui, en fait, avec quel, d'après quel intérêt, où il était rendu où dans notre lead status, quelle automatisation on devait enclencher. Donc ça, on commence. On a encore beaucoup de travail à faire là, sur le nurturing, sur toutes les autres
campagnes, en fait, pour pouvoir automatiser, garder, en fait, juste rester en contact avec notre database. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on doit continuer à améliorer. Par contre, tout ce travail-là de mapping, même s'il est plus exhaustif au début, il nous permet après ça vraiment d'être plus près de notre suivi d'opportunités. Puis pour nous, c'était comme super important de rester aligné, là, tu sais, parce qu'on devait s'assurer qu'il y avait, tu sais, notre top funnel, après ça, comment il arrivait vers nos close one, là, on était comme... C'était un suivi rigoureux pour s'assurer que personne ne manque la marque. Donc, puis aussi de s'assurer que tout le monde comprenait bien, justement, tu sais, pourquoi on insistait autant pour qu'ils identifient la source de nos contacts, pourquoi c'était important de mettre à jour certaines fiches contacts. Puis ça a l'air, c'est beaucoup de demander d'efforts à l'équipe, en fait, de devoir prendre le temps de le faire, d'automatiser certains reminders pour être sûr que ce soit fait. Mais au final, c'est que ça nous donne l'information qu'on a besoin pour faire des décisions qui sont data-driven puis qui sont importantes pour justement, même là, on arrive à la fin de l'année puis on va utiliser nos rapports HubSpot pour dire, bon, ben voici tel investissement qu'on devrait faire dans tel type de campagne, qu'est-ce qui nous a rapporté beaucoup, où est-ce qu'on devrait mettre plus nos efforts l'année prochaine, puis vraiment être capable d'avoir un portrait 360 de où est-ce qu'on a investi nos efforts, puis ça a été quoi le retour. Fait que je pense que pour nous, ce travail-là, un peu plus de personnalisation, nous permet après ça de prendre des décisions plus éduquées là, dans dans notre reporting. Yes, merci beaucoup. C'est super détaillé comme réponse, Kim. C'est vrai, je me rappelle avec vous, on a beaucoup travaillé sur les deux propriétés HubSpot, soit la phase du cycle de vie, puis le statut du lead, en bon français. Oui, puis, pardon, j'utilise... non. Depuis tantôt, comme j'utilise toute la terminologie anglophone. Non, ça va. Fait que, oui, on a travaillé beaucoup en automatisation aussi pour définir cette phase du cycle de vie-là qui est plus à haut niveau, qui nous donne en fait le parcours du client, puis le statut du lead qui venait dans le fond vous donner vraiment c'est quoi les prochaines actions à prendre avec cette personne-là. Donc, on en est où avec la communication? Puis ça c'est automatique. On peut l'automatiser dans HubSpot. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on n'a pas à garder un tracking sur chacun de nos contacts, puis à le faire manuellement. Certaines actions viennent enclencher des processus, des triggers pour définir des propriétés. Donc, voilà, merci beaucoup pour ta réponse, Marie-Gilles. Et toi, de ton côté, la segmentation, je sais que c'est de quoi que tu fais pas mal. Oui, c'est de quoi je parle depuis tantôt, donc vous allez être étonné de m'entendre. Non, mais tout d'abord, ça nous permet bien évidemment là, d'adresser nos campagnes aux bonnes personnes, comme je le disais tantôt, et d'ajouter cette touche-là aussi de personnalisation là, dans les messages de nos courriels. Là, donc, dans nos différents workflows qu'on va nommer de nurturing. Mais ça va plus loin aussi parce qu'avoir un produit X, une liste qui s'apparente, une liste segmentée, là, disons, à un produit X dans lequel on vise une campagne nous permet aussi de pouvoir faire des tests A/B. Donc, d'être capable de faire, mettons, une campagne de deux façons différentes, à mi-temps de mesurer laquelle semble mieux fonctionner, quel type de message d'approche semble mieux fonctionner, d'être capable de se revirer sur un dissous pour pouvoir après ça aller chercher ce qui fonctionne le mieux. Donc, c'est une des beautés de la segmentation, mais au-delà de ça, si je vais plus dans du haut niveau, ben ça permet d'améliorer nos taux de conversion. Mais ça permet d'améliorer nos taux de conversion, pourquoi? Parce qu'on teste. Donc, ça nous permet aussi de mieux distribuer le budget, d'avoir des campagnes qui sont plus optimales, puis d'avoir des équipes de vente plutôt aussi contentes, parce qu'on remet à ce moment-là vraiment les gens qui se qualifient le plus possible aux attentes, puis bien évidemment des gens qui ont l'intérêt. Alors, c'est pour ça que ça a une grande importance, oui. Yes, ouais, merci beaucoup, Émilie, pour ta réponse. Je vais rester avec toi. En fait, ça s'enligne pas mal sur dans la branche de ce que tu parlais déjà. Donc, la prochaine question qui est comment HubSpot, dans le fond, peut t'aider à déterminer qu'un prospect est prêt à être assigné à un représentant des ventes. Donc, on a parlé un peu de segmentation dans la dernière question. Là, on touche un peu la branche de la qualification. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses?
Oui, bien en fait, c'est sûr que, comme je disais, nous, on a quand même une certaine complexité parce qu'on a plusieurs solutions. Donc, chaque solution a ses critères de qualification qui sont différents. D'autres solutions vont avoir des critères de qualification plus, on va dire, right to the point, OK? Puis d'autres vont demander d'autres solutions où peut-être qu'il y a un apport plus important d'engagement ou d'éducation chez les leads, va demander plus d'intégrer un peu plus la branche, les workflows à l'intérieur, les comportements, disons. Fait que si, par exemple, je me retrouve avec une campagne qui va right to the point, bien, nous, on va utiliser beaucoup les propriétés de contact, OK? Donc, on va se baser sur des critères de qualification qui peuvent être sur le job title, le département, le type d'institution, hôpital ou agence de la fonction publique, etc. Donc, ça va être un peu plus du right to the point. Puis, selon le type de contenu qu'ils vont avoir téléchargé, leur type de profil, ben, ce qu'ils vont recevoir comme nurturing va être différent. Puis à ce moment-là, même qu'il y a certains d'entre eux qui vont être pris en charge plus rapidement par les ventes parce que c'est right to the point ce qu'on cherche. Contrairement à des produits qui sont un peu plus, des solutions qui demandent un peu plus d'éducation, on va venir bâtir à côté de nos propriétés des workflows de nurturing dans lesquels on va considérer certaines actions. Donc, avec les fameuses branches if, si et alors. Donc, selon un comportement qui a été fait sur un courriel et ou sur le site web, suite à un téléchargement de, bien là, est-ce qu'on le considère assez mûr pour l'envoyer aux ventes? Oui ou non. Donc, puis sinon, il continue dans un autre workflow plus de nurturing. Si oui, bien là, les ventes vont le prendre en charge. Donc, c'est vraiment propre et personnalisable à chaque réalité de chacune de nos solutions. C'est super cool. Yes, ben ouais, je me rappelle, on utilise beaucoup les propriétés personnalisées, en fait, pour vous permettre d'aller identifier les informations dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est sûr que ça facilite la qualification de lead. Merci beaucoup, Émilie, pour ta réponse. Marie-Gilles, de ton côté? Ben nous, on fait moins de... Oui, c'est ça. On a moins de scoring. Notre processus de qualification, il est moins détaillé, ou en tout cas, on est un peu plus large. On est comme content d'avoir plus de personnes. Par contre, donc on n'a pas encore vraiment développé un gros système de scoring, en fait, au niveau de notre qualification. Toutefois, maintenant qu'on grandit notre équipe des ventes, c'est clair que ça passerait par ça. Puis aussi, on aurait ultimement, plus on va... Il y a un des nouveaux marchés auquel je faisais allusion un peu plus tôt, c'est nouveau pour nous. Donc ça aussi, on risque d'avoir aussi un processus de qualification qui va être différent parce que notre cycle de vente va être aussi beaucoup plus long, fort probable. Donc, pour être sûr de ne pas perdre, en fait, c'est ça, de le nurture jusqu'à temps qu'il soit vraiment plus près au niveau pour être transféré à un account executive ou un account manager. Par contre, on a quand même certains CTA sur notre site web. Nous, on leur a donné certaines entrées à HubSpot directement. Là. Donc, on a utilisé le booking des liens de meeting. Oui, exactement. Puis ça, en fait, c'est ça les met déjà pour nous. On les passe déjà de... Ils ne sont plus en mode subscriber parce qu'ils ont interagi en downloadant notre downloadable content piece là, sur notre site web. Ils sont maintenant, quand ils bookent un meeting, la qualification a déjà passé en fait presque en SQL, là, même s'il n'a pas été encore vraiment qualifié encore par une personne des ventes. Quand il est déjà en mode, genre là, je veux voir la solution puis je veux avoir mon accès démo. Donc, on a certains, si on veut, workflows qu'on a ajustés à ce niveau-là. Par contre, on demeure quand même très simplifié là, dans notre gestion de qualification là, de notre côté. Voilà. Merci beaucoup. Oui, ça viendra. Tu as un processus qui est plus établi. Tu sais, les portes d'entrée sont différentes. Puis, je trouve ça super bien, vos réponses. Ça me fait penser, dans le fond, il y a des propriétés avec HubSpot qui peuvent faire du scoring pour vous. Donc, toi, Émilie, étant donné que tu as des critères qui sont différents selon tes produits, tu le fais par workflow. Mais on peut créer des propriétés de scoring avec HubSpot pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, une propriété de scoring qui pourrait mesurer la grosseur de l'opportunité. Donc, on pourrait venir se baser sur des critères socio-démographiques qui se rapprochent, dans le fond, à notre persona. Donc, pour mesurer justement si c'est une opportunité qui peut être intéressante à travailler ou moins. Puis, on peut aussi utiliser les critères de scoring pour venir mesurer, dans le fond, l'intention d'achat.
donc avec des critères qui sont plus comportementaux, venir regarder au niveau des actions prises par le marketing, le nombre de courriels qui sont ouverts, le nombre de clics, de visites sur le site web. Donc, HubSpot qui emmagasine toutes ces informations-là. On ne vous demande pas de garder un œil sur chaque contact, vous en avez des milliers dans votre CRM. Donc, ça serait une job de fou. Puis là, de cette façon-là, on peut venir bâtir un processus puis s'assurer d'être notifié par workflow au moment où les gens sont qualifiés. C'est merveilleux. En fait, c'est super intéressant, Nicolas, parce qu'au final, quand je regarde, nous, même si au niveau de la qualification, si on veut, à l'entrée, elle est, mettons, simplifiée. Je pense qu'au contraire, nous, une fois qu'ils ont déjà été clients, c'est vraiment intéressant où est-ce que là, dans le fond, nous, on a beaucoup d'efforts au niveau de notre équipe qui est mis sur la réactivation de certains leads, parce que c'est aussi cyclique là, dans un de nos secteurs. Là. Après ça, tout ce qui est au niveau du renewal, donc le renouvellement, puis aussi au final du account growth. Fait que comment on fait pour vraiment venir faire du upsell à travers certains accounts. Fait que je pourrais voir comme quoi nous, on pourrait utiliser ce système de scoring-là, finalement pas tant pour des nouveaux leads, mais pour nos clients passés ou ceux qui ont encore envie de refaire affaire avec nous, mais c'est juste qu'ils sont obligés de passer une année. Fait que je pense que pour nous permettre un meilleur suivi à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant de même venir personnaliser un peu cette fonction-là au niveau de nos workflows pour nous donner une meilleure gestion de ça, qui au final, tout ce qui est nos clients ou nos clients passés, ça demeure ou des prospects qui finalement se sont rendus vraiment loin dans notre processus d'achat, puis finalement, on n'a pas eu la chance de faire affaire avec eux. Pour nous, ces gens-là, c'est vraiment comme... il faut qu'on y fasse vraiment attention. Puis, je pense que c'est à l'avantage, en fait, de tout le monde, que ce soit une plus petite entreprise ou une plus grande. Des fois, on oublie aussi tout le potentiel, en fait, d'opportunités qu'on a dans notre database sur lequel on peut jouer. Fait que je trouve que ce scoring-là, en fait, ça m'inspire pour l'année prochaine, là, pour aller automatiser certains de ces... Oui, ben c'est un excellent point. Tu sais, souvent, les gens misent beaucoup en génération de leads. Si on a besoin de plus de leads, on a besoin de plus de leads. Puis, on ne prend pas nécessairement le temps de travailler jusqu'au bout avec les leads qu'on a, puis de vraiment faire des relances. On parle beaucoup de la méthodologie inbound avec HubSpot qui voit un processus de vente comme circulaire au lieu de linéaire. Donc, de ne pas terminer une vente puis que ça s'arrête là avec notre contact, mais vraiment venir offrir un bon service après-vente pour pouvoir le fidéliser, venir générer des références ou même des reventes. Donc, ça m'amène à vouloir rajouter, puis je ne veux pas te faire passer trop de temps là-dessus, mais ce que vous dites là, d'ailleurs, même si dans notre cas à nous, on est bidirectionnel, c'est-à-dire que l'information rentre, le lead est qualifié, là, il est en discussion avec le vendeur. Mais si le vendeur, par après, avec les leads statut, on peut venir même jouer là-dessus. Si le vendeur m'amène à dire, finalement, c'est un bad timing, l'information va redescendre, puis tu peux le refaire amener dans un autre workflow. Il y a tellement de possibilités infinies pour bien travailler un lead. Puis sans un lead ou un lead qui n'est plus qualifié, peu importe où il est rendu là, dans son life cycle stage, mais il y a tellement de moyens et de façons de les travailler sans les déranger, sans non plus spammer là, on s'entend. Là, donc, le but étant aussi, à un moment donné, il faut closer. Là, si le désintérêt il y est, mais il y a moyen vraiment de le faire avec grâce, comme que je pourrais dire, puis que ça soit bien fait. Oui. Yes, ben oui, c'est ça. J'ai parlé au début en présentant le webinaire qu'il y avait beaucoup une valeur au niveau de dynamiser la relation de l'équipe marketing et vente. Donc oui, on le voit souvent de l'équipe marketing à l'équipe de vente au niveau de la passation, mais s'il y a une vente qui est fermée, perdue, si on veut, donc basée sur les motifs de conversion, on est capable de repousser l'opportunité à l'équipe marketing pour qu'elle leur travaille avec du marketing ciblé selon exactement qu'est-ce qui a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. Donc, souvent, on dit « Ah, on l'a perdu, c'est poche », mais ça ne veut pas dire qu'on l'a perdu pour toujours. Donc, il y a certains outils qui font en sorte qu'on peut faire ça. C'est cool? Dynamique? Yes? On passe à la prochaine question. Oui. Donc, oui, ça va être une question pour toi pour commencer, Émilise. Donc, HubSpot, comme on le sait, ça peut être utile beaucoup pour l'équipe de marketing. On en parle depuis le début, l'équipe de vente. Est-ce que tu peux en dire plus sur comment HubSpot, ça peut être utile pour toute l'entreprise, pas seulement ces deux équipes-là? Ah là là, je l'ai dit beaucoup, mais je vais le redire. Mais non, mais je vais le dire autrement quand même. Là. Donc, en effet, comme je le disais tantôt, c'est les données collectées nous permettent excusez-moi, je recommence. Donc,
les leads. Le tracking qu'on en fait nous permet d'aller collecter des données, de l'information. Cette information-là, pour baser au niveau du profilage, au niveau du comportement des leads, puis même au niveau là, des différentes campagnes, à savoir si cette campagne-là a eu un meilleur scoring que l'autre, etc. Bon, tout ça, c'est vraiment bien intéressant. Mais comme que je vous disais, ça permet de remonter l'information plus haut dans l'entreprise pour prendre des décisions stratégiques qui sont vraiment plus éclairées, tant au niveau de la commercialisation qu'au niveau... on va chercher une connaissance des marchés de par l'information qu'on récolte dans nos différentes campagnes. On fait des tests A/B, comme que je disais tantôt, mais cette information-là est vraiment importante également, par exemple, aux équipes produits, parce que les équipes produits qui développent des produits, qui développent des nouvelles features liées aux produits, puis qu'on tente de pousser dans différents marchés, des marchés qui ne nous connaissent pas du tout, par exemple, ou des marchés qu'on aspire à aller chercher, bien, cette information-là permet aussi de faire un retour aux différentes équipes produits, puis même de pouvoir aller par moment leur dire c'est parce qu'en fait, les clients, ils aimeraient vraiment ça avoir ce type de fonctionnalité-là, de par l'intérêt qu'on peut mesurer sur les différents documents qu'ils vont lire en cliquant sur tel CTA, sur les types de recherches qu'ils vont faire quand ils vont visionner notre site web, jusqu'où ils vont aller. Donc, tout ça, là, on peut vraiment venir nourrir différentes branches. Puis, ça redore beaucoup aussi l'importance de l'équipe marketing, d'une équipe marketing au sein d'une entreprise, là. Donc, tout à fait, Puis là, je vous ai parlé produits, mais les services aussi, parce que là, nous, oui, en ce moment, on remonte beaucoup d'informations au niveau décisionnel, mais là, on s'est beaucoup plus attaqué à un terrain qui est au niveau de la vente, la génération de leads. Mais il y a les équipes services aussi, ces équipes-là qui font des appels couramment, que ce soit au niveau du support de nos clients actuels. Puis il y a la possibilité de vente croisée, donc il y a des multiples campagnes qu'on pourrait faire en amont. Mais bon, ça va être un deuxième projet peut-être l'année prochaine, Nicolas. Yes. Que voilà. Mais oui, c'est bon pour tout type d'entreprise, ça, c'est certain. Ben oui, ben c'est ça, tu sais, ça revient, avant que je passe à toi, Marie-Gilles, ça revient vraiment à la profondeur des informations. Tu sais, on a vraiment dans HubSpot notre petit fil d'actualité de réseaux sociaux pour notre client. Donc, pour notre client, pour son entreprise. Donc, c'est facile pour nous de remonter dans le temps, d'aller voir en fait qu'est-ce qui a visionné comme page, qu'est-ce qui a interagi dans le passé, puis de pouvoir se bâtir un profil, se faire une tête sur qu'est-ce qui l'intéresse. Donc, ouais, je pense que le fait qu'on ait les ventes, le service à la clientèle, tout le monde qui travaille dans HubSpot, ça fait en sorte qu'on peut emmagasiner tellement de choses, puis ça éclaire les décisions pour tout le monde. Donc, merci. Marie-Gilles, de ton côté? Ben oui, sinon, je vais juste faire un peu écho, comme Émilie l'a mentionné, là, pour nous, ça a été au début, l'équipe de production était un peu, pourquoi on irait dans HubSpot, nous, tu sais. Puis après, pour nous, c'était super important parce que ceux qui démarchent nos leads, en fait, nos clients, eux, ils se trouvent des fois à parler au département légal ou à certains décisionnaires, c'est certain, mais c'est pas nécessairement ceux qui vont développer la relation après ça en utilisant notre service et notre produit. Puis, souvent, ces personnes-là qui deviennent finalement plus au niveau de la prod, en contact avec notre équipe de Customer Success, ben eux, après, ils ont encore des plus grandes équipes. Là, si on pense après ça, nous, on signe avec Adobe. Après ça, quand on commence à travailler avec Adobe, on parle dans nos appels à 25 personnes de plein de départements différents à chaque appel. Puis ces gens-là, ben, c'est eux qui vont être hands-on. Puis c'est eux qui, après être allés travailler chez Adobe, vont aller travailler chez Oracle, qui vont aller travailler chez... Donc, nous, on veut que ces gens-là restent informés sur notre produit. Donc, pour nous, c'était super important d'avoir ces gens-là qui travaillent au sein de ces organisations-là, qui sont en contact direct avec notre produit. Fait que là, maintenant, d'avoir mis le plugin au niveau de HubSpot dans leur email de toute notre équipe de production, mais ça nous permet de créer des nouveaux contacts qui sont, oui, des contacts clients, parce que ces gens-là sont déjà... mais qu'après ça, on a tout intérêt à s'assurer que ces gens-là s'inscrivent à notre newsletter au niveau de notre monthly newsletter, mais aussi notre newsletter produit, parce que nous, on fait de l'innovation sur notre produit, on fait des releases sans cesse, mais au final, quand tous nos clients n'étaient même pas inscrits dans notre newsletter, on perdait cette portée-là, en fait, de pouvoir garder ce contact-là avec eux aussi, sur l'année, pas juste quand on a des projets avec eux. Donc, je pense que pour nous, on a vraiment vu
cette importance-là, en fait, qui est au-delà juste du vente et marketing, mais aussi d'impliquer les autres équipes là, pour nous permettre de grandir notre portfolio, nos points de contact, en fait, parce que sinon, c'était juste, ça vivait, en fait, dans les inbox de toute notre équipe, mais pas dans notre CRM. Donc, pour nous, ça, on est vraiment en train de mettre l'emphase puis de sensibiliser pourquoi est-ce que c'est important. Puis c'est sûr que ça crée aussi des fois des frictions. L'équipe est comme, ben, je veux pas que tout le monde commence à voir mes courriels. Fait qu'il faut aller au-delà du tracking puis vraiment dire ici, on est... fait que ça, c'est... Puis aussi, HubSpot offre quand même la possibilité, même nous, au niveau de nos CSAT, de nos sondages clients, on en a créé des automatisations avec ça, qui des fois, c'est inconfortable pour l'équipe de clients d'envoyer ça nécessairement quand ça vient de eux. Fait que, je pense qu'il y a vraiment des choses à mettre en place pour que tout le monde soit impliqué. Puis, en fait, ça profite justement là pour pouvoir prendre des décisions plus éduquées au niveau exécutif, là. Donc, voilà. Ouais. Ah, c'est excellent comme réponse. Merci beaucoup. Je crois que tu parles du plugin de courriel parce que c'est vrai que le plugin de courriel, c'est quand même un outil qui est super intéressant. Donc, il vient consigner les courriels, même s'ils sont envoyés à partir de Gmail, Outlook, il vient les consigner dans HubSpot, dans les fiches d'information. On prend tous des vacances à un moment donné. Donc, on a parlé beaucoup de productivité avec les clients, d'aller à une approche avec les clients qui est plus performante, plus personnalisée. Mais la communication dans l'équipe, d'avoir, si quelqu'un prend des vacances, si quelqu'un tombe malade, puis on doit prendre ses meetings la journée, on doit communiquer avec des personnes, de pouvoir rentrer dans les fiches de ses clients, puis voir toutes les communications qu'il y a eu avec cette personne-là. Ça nous donne l'heure juste, puis on est capable, nous aussi, de prendre la balle au bon. Donc, ouais, plugin de courriel, excellent. Excellente réponse. Donc, je passe à la prochaine question. Donc, j'ai resté avec toi, Marie-Gilles. Question qui est plus sur l'analytics. Donc, on a parlé un petit peu au début du webinaire aujourd'hui, mais comment HubSpot simplifie la mesure du retour sur investissement? Oui, ben je pense que pour être brève sur ce coup-ci, pour nous, finalement, on l'utilise pour gérer de façon rigoureuse. Là, je l'ai dit tantôt, là, notre suivi au niveau des ventes, là, mais aussi après ça, pour regarder par campagne, en fait, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour pouvoir, après, par campagne, je parle aussi plus au niveau, pour nous, là, c'est le lead source. Fait que ça nous permet de voir au final, on a converti combien, quand on regarde par rapport à telle offensive marketing qu'on a fait ou à qu'est-ce que notre website est converti, combien d'opportunity won à la fin de l'année, versus est-ce qu'on est en train de générer un trafic qui convertit, qui est qualifié ou finalement pas à travers cette porte-là. Donc, je pense que pour nous, ça nous permet au niveau exécutif, qu'eux, ils ont toujours ils peuvent aller voir nos dashboards de reporting, ils peuvent voir on en est rendu où, puis après, on peut rapidement prendre des décisions aussi qui sont transparentes au sein de l'entreprise, là, puis comme ça, c'est ça, on choisit ensemble finalement d'être plus stratégique puis de faire des meilleures décisions finalement, mais ouais, je dirais vraiment le retour sur investissement, ça nous permet juste d'être plus éduqués, en fait, puis de prendre des meilleures décisions qui sont sur le pouls du marché, puis sur des résultats, en fait, qui sont, nous, on le suit aux semaines, on le suit au mois, après ça, par quarter, après ça, à l'année, là, fait que ça nous permet ce détail, de ventiler ce détail-là, là, au niveau stratégique. Ben oui, c'est ça, dans le fond. Ben, merci pour ta réponse. Vous utilisez beaucoup, dans le fond, le retour sur investissement par canaux pour savoir quel canal fonctionne, sur quelle offensive on devrait investir, travailler. Donc oui, c'est une façon de le faire. Puis, on a toute cette profondeur-là aussi de donner en HubSpot parce qu'au niveau des investissements en publicité, en Google Ads, LinkedIn Ads, Facebook Ads, ça nous permet aussi de voir combien de contacts ça allait générer. On n'a pas seulement les clics puis les informations relatives à la campagne. On voit les clients sont allés jusqu'où, combien d'entre eux sont qualifiés, combien ont généré une opportunité, puis combien ont généré une vente. Donc, ouais. Merci beaucoup, Marie-Gilles. Je te renvoie la question, Émilie, côté retour sur investissement. Oui, mais en fait, nous, être capable de mesurer ça, c'est à la fois un mix de 3 éléments, là. Donc, on va parler du tracking, mais ça va comme de soi. Quand il y a une action qui est faite, il y a automatiquement un tracking qui est là. Donc sinon, peut-être plus les 2 éléments qui sont les listes et les propriétés. Puis, j'espère à vous donner un exemple qui est assez comme concret et compréhensif, mais si on imagine, par exemple, qu'on fait une campagne
avec du Google Ads. Que cette campagne-là, on insère un lien dans cette campagne-là pour mesurer la notoriété, combien qu'on a eu de gens qui ont vu, puis après ça, qui ont cliqué. Sur ceux qui ont cliqué, combien de temps, ils sont restés, ça peut être une donnée intéressante, mais combien, là, on va aller en profondeur avec HubSpot, mais sur ceux qui ont cliqué, combien ont converti en téléchargeant ou en faisant une demande de démo ou en téléchargeant un quelconque contenu. Mais si je crée des listes dynamiques qui permettent que ces gens-là s'insèrent dans, premièrement, la liste de téléchargement, suivie, par exemple, de la liste profil idéal, puis qu'à la toute fin, j'ai la génération de leads qui se fait et que l'information se monte aux ventes, donc que je suis capable de voir devenu SQL, par exemple. Mais si je croise ces données-là, je suis capable de savoir mon retour sur investissement parce qu'à travers ça, j'ai mon budget, mais je sais ma conversion finale. Puis ça, on va venir le mesurer. Nous, de notre côté, on va mesurer à tous les mois, à tous les quarts. Puis après ça, ça nous permet, bien évidemment, comme je disais tantôt, de savoir quelle orientation stratégique on prend. Est-ce qu'on poursuit la campagne? Est-ce qu'on va plus vers un autre test? Est-ce que la ads, finalement, n'était pas la bonne parce que normalement, on a déjà fait une campagne similaire puis on avait le double de résultats? Donc, c'est tous des indicateurs pour, oui, un ROI, mais le ROI, en fait, c'est de savoir si on poursuit ou non ou si on fait autrement, là. Ben oui, assurément, c'est une mesure, en fait, du retour. Le retour sur investissement, c'est une mesure qui est vraiment primordiale pour la prise de décision. Fait que c'est sûr que de pouvoir, aussi, on en a parlé un peu, mais aussi connecter, en fait, plusieurs efforts marketing dans une même campagne. Là, il y a l'outil de campagne dans HubSpot qui permet de dire, OK, on investit. Ben oui. On a fait deux courriels marketing, 2 landing pages, on a fait 2 formulaires pour cette campagne-là. Puis on a investi une campagne ads de 1 000 $. Combien ça nous a généré tout ça ensemble? Donc, on est capable c'est ça, il y a les fiches. Il y a comme une espèce de fiche campagne là, où on peut tout venir lier les actions qu'on fait à la campagne en soi dans HubSpot. Ce qui, je vous disais tantôt, de croisement de données, ça avait l'air bien compliqué, mais finalement, je fais juste aller dans la vue puis j'ai pas mal toute l'info. C'est ça. Voilà. Alors, c'est très cool. Je vois le temps qui file, crime beaucoup de fun. J'ai posé ma dernière question. Je vais la poser en premier à toi, Émilie. Donc, en quelques phrases, selon toi, qu'est-ce qui fait d'HubSpot une plateforme incontournable? C'est pas facile, celle-là. Non, écoute, en fait, je vais faire ce cours, là. C'est parce que la plateforme, en fait, c'est comme représente un mix de différents outils qu'on pourrait avoir eu tendance dans la vie à aller chercher autrement puis manuellement. En fait, on regroupe tellement de possibilités. C'est pour ça qu'on dit un outil, là. Donc, tellement de possibilités pour venir nous aider dans notre travail au quotidien, mais pour venir aussi s'assurer que qu'est-ce qu'on fait, on le fait bien, on le fait au bon moment, que ça a des répercussions positives au niveau des ventes, que ça, tout ce mix-là fait en sorte qu'en effet, HubSpot, pour moi, c'est un outil incontournable, mais également, je vais plus loin un petit peu, c'est que HubSpot est facile d'utilisation. Je sais que Marie-Gilles le dit, c'est vraiment simple. Moi, quand on a amené HubSpot chez le GBEC, j'avais déjà connu HubSpot dans une autre vie professionnelle, mais mes collègues, non. Puis mes collègues se sont appropriés HubSpot comme ça, là. Donc, on a vraiment été c'est vraiment facile. Et en fait, on retrouve également, comme je disais, là, de multiples outils là, pour vraiment venir nous aider puis s'assurer qu'on a des campagnes qui sont les plus performantes possibles. Yes, merci. Merci beaucoup. De ton côté, Marie-Gilles? Oui, je pense que je dirais, pour qu'est-ce qui en fait surtout un incontournable aussi, je pense si j'imagine quelqu'un qui magasine là, sur le marché, là, je pense que votre reconnaissance sur le marché, justement, comme étant un service qui est reconnu, qui aussi permet justement pour nous là, ces capacités-là d'intégration. C'est pas tous les joueurs qui ont des capacités d'intégration parce qu'ils n'ont pas cette reconnaissance-là sur le marché comme étant de toute façon un incontournable, dans le sens, je pense que ça l'aide d'avoir aussi accès à des agences qui spécialisent en services conseils pour nous soutenir là-dedans. Tout ça, ça démontre qu'on n'est pas d'entrée de jeu avec un nouveau joueur sur le marché qui
bénéficient pas, en fait, de tout ce soutien-là du marché pour le rendre encore plus performant, puis aussi continuer à investir dans ses innovations, puis dans sa solution, là, tu sais, dans le sens quand Nicolas, tu disais, hey, il y a des améliorations qui ont été faites, tu sais, nous, on regarde ça en tech, la vélocité de release, puis tout ça, c'est important. Donc, je pense que de voir aussi qu'il y a une croissance au niveau de la performance de l'outil, ce tout-là fait que c'est un incontournable dans lequel tu sais que d'investir là-dedans, ça va pouvoir te permettre de te suivre dans ta croissance puis dans tes ambitions aussi à long terme. Là. Fait que dans le court terme et aussi à long terme. Donc, je pense que pour moi, ça résume. J'aurais pas dit aussi bien que toi, Marie-Gilles. Tu as bien résumé. Oui. Ah, c'est excellent. Vous avez soulevé des super points. Tu sais, j'ai entendu beaucoup au niveau de la versatilité. Je sais pas si je l'ai dit bien, mais dans le fond, pouvoir aussi connecter avec d'autres plateformes, que ça soit facile à utiliser, puis vraiment au niveau des données, tu sais, ça puisse nous suivre aussi dans notre croissance. Donc ça, je pense que c'est un excellent point. Donc, c'est ce qui conclut notre webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment cool. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis je suis convaincu qu'il y a nos participants aussi. J'ai hâte d'entendre du feedback là-dessus. Ben oui, puis n'hésitez pas, là, si on a dit des choses, en tout cas, je parle pour toi aussi, Émilie, là, mais oui. Si vous avez des... Tu sais, moi, mon LinkedIn, c'est pas le plus à jour, là, mais je suis là. Donc, on est accessible si vous avez des questions. Oui, on est accessible sur LinkedIn. Puis également, j'en profite, je voulais juste savoir, Nicolas, c'est-tu votre dernier webinaire avant la fin de l'année? C'est notre dernier webinaire avant la fin de l'année. On a manqué notre truc de Noël. Il aurait fallu avoir notre truc de Noël. Ah, ouais, on aurait pu la faire en pyjama de Noël, en truc de Noël et tout le kit. On va s'en reprendre une prochaine fois. Ça va être à un autre moment donné. Mais oui, donc le webinaire aussi qui est enregistré en ce moment, donc on va le faire parvenir à tous les participants. Puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Donc, nos informations vont être dans le courriel de suivi. C'est un plaisir de faire ça avec vous deux. Merci encore de votre participation. Merci, Nicolas. De passer une belle semaine de joyeuses fêtes. Oui. Merci. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Au revoir. Bye.